Salut Pierre Morel. On t'invite du coup pour une interview au moment de Centrale Vapeur, donc le 10.1. Donc tu es l'auteur d'une dizaine de plus d'une dizaine de BD publiés, avec entre autres Passe Misère qui est sorti l'année dernière aux éditions Rocamamarteau. Mais tu es aussi du coup le créateur du personnage de Michel, qui va revenir dans une série de bandes dessinées, donc pré-publiées dans la revue Bento, mais aussi ensuite relié et édité aux éditions de l'Employé du mois. Bienvenue déjà. Merci. Bento, c'est une revue du coup qui recueille des courtes bandes dessinées d'auteurs et d'autrices. Il y a déjà 5 volumes de parus, c'est édité par Radio Paper. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ton rôle dans la revue Bento? Alors pour Bento, c'est moi qui ai voulu faire cette revue. Et comme j'étais un peu tout seul, j'avais pas d'assos et tout ça, je suis allé voir Jérôme Bihan, qui habite dans la même ville que moi, avec qui je suis pote, qui lui a Radio Paper, qui a la structure, qui peut facturer, enfin qui peut payer un imprimeur, qui a un site internet pour vendre la revue. Donc on s'est mis ensemble pour le faire. Et après, moi, je m'occupe de tout. Enfin, lui, il s'occupe de tout Radio Paper, sauf Bento, et moi, je m'occupe de tout Bento, où je fais la maquette, je contacte les auteurs, je vais chercher les cartons à l'imprimeur et tout ça, quoi. Et Mhm. voilà. Et Bento, c'est une revue que je voulais faire un peu façon les comics qu'il y avait dans les années 90. On appelle ça les floppies, c'est des trucs souples, format comics, quoi. Et très axé sur le narratif. Donc, je voulais vraiment des bandes dessinées qui racontent des histoires, quoi, plutôt axées sur le réel. Et comme ça fait pas beaucoup de pages, c'est entre 24 et 30 pages, je sais pas, chaque fois, c'est un petit comics, quoi. Donc, je demande aux gens de faire des pages assez denses, pas des trucs avec une image qui prend toute la page, quoi. Je Mhm. préfère avoir de la bande dessinée. Il y en a même sur la couverture. Toutes les pages sont prises par de la bande dessinée, quoi. Du coup, la bande dessinée narrative, ça fait partie de la ligne éditoriale de Bento, mais c'est peut-être pas la seule chose qui pourrait définir les courtes bandes dessinées qui paraissent dedans. Est-ce que tu aurais un autre biais avec lequel tu vois la ligne éditoriale de Bento? Jusque-là, oui, je disais aux gens de faire une bande dessinée qui parle du monde contemporain, même si c'est via la fiction, même si il passe par un détournement, genre de la science-fiction, un truc anticipation ou quoi. Je voulais que ça parle de la société d'aujourd'hui, quoi. Et bon, là, on a fait 5 numéros. Je pense qu'on va ouvrir un peu les choses parce que sinon, ça va faire répétitif. Mais l'arrière-pensée de Bento, au départ, c'était ça, quoi. Parce qu'il y a un côté, enfin, après, arrête-moi si je dis des bêtises, mais il y a un côté un petit peu, ouais, chronique sociale, un côté un peu politique là-dedans, qui revient Oui, dans c'est les un peu thèmes. ça. Ouais. Ouais. Euh, Et tu, quand je tu, dis que je veux que ça parle du monde contemporain, c'est ça, quoi. hmm. C'est des travers du monde contemporain, quoi. Comment tu t'occupes comment tu trouves ton casting en gros? Parce que du coup, tu as quelques auteurs qui sont récurrents. Donc Mathias Lehmann, je pense, Yann Van Siever, bah, il y a toi aussi. Mais comment tu trouves en fait ton casting, ouais, pour une revue? En fait, je furette un peu. Il y a trois, quatre auteurs récurrents. Et du coup, il n'y a pas beaucoup de place dans le bento parce que c'est assez petit. Du coup, il y a peu de place pour des nouveaux à chaque fois. Mais dans les récurrents, il y a Noah Van Sciver, il y a Jérôme qui fait des pages, Jérôme Oui, Bian, je moi, Mathias Lehmann, il y a Maxime Quin, qui est un gars Oui. qui habite en Ariège et qui est berger. La moitié de l'année, il est tout seul dans une cabane avec son brebis et il fait de la bande dessinée. Donc ça c'est aussi chouette parce que ça apporte un truc très différent de ce qu'on trouve dans la bande dessinée d'aujourd'hui, super urbaine. C'est un côté qui est jamais abordé, enfin très rarement abordé en bande dessinée aujourd'hui, quoi. Et après, pour le casting, je furette un peu partout et je contacte les gens, quoi. Ouais. Parce que tu as pas mal de personnes finalement assez diverses, entre Max de Radiguez qui a quand même publié pas mal de choses, il y a aussi Léa Muraviec qui n'a pas encore publié mais qui a déjà. Enfin, c'est vraiment en furetant, où il y a peut-être. Est-ce qu'il y a des prérequis pour. Ouais, c'est au Non, il n'y a pas de feeling, prérequis, non? tu tombes sur des îles dans un festival ou tu vois des trucs sur le Hmm. net. Mais ouais, le plus souvent, il faut que j'ai quand même un peu lu quelques trucs, quoi. Mais là, effectivement, il n'y a plus de festival, donc c'est vraiment que sur le net. Alors, il va y avoir un autre bientôt qui va sortir au mois de juin, donc là, j'ai contacté les gens dont j'avais le travail sur Internet, en l'occurrence.
tu pourrais nous teaser ou est-ce que tu réserves ça pour la sortie de l'ouvrage? Non, parce que j'attends de voir si c'est sûr ou pas, donc je préfère attendre. Ok, ok. Il y aura toujours Noah, Menu, pardon, ouais, mais je peux dire qu'il y aura toujours Noah, Menu, Mathias Lehmann, Jérôme et moi, et Benjamin Adam. Ah, le retour. Euh, Est-ce que tu te laisses un droit de regard sur les BD qu'on te propose du coup pour la revue? Je pense notamment si potentiellement il y aurait des choses que tu trouverais ne pas aller avec la ligne éditoriale de la revue. Est-ce que tu te laisses le droit ouais, de pas forcément de critiquer, pas ce terme-là, mais plus d'essayer de remettre sur une ligne qui correspondrait plus à la revue? Alors, c'est arrivé une fois que je prenne pas le truc. C'est moi qui sollicite les gens, donc c'est Ouais. délicat après de les envoyer bouler. Mais je les brief tellement que au final, il y a pas eu de déception. Sauf une fois, quelqu'un avec qui on s'était mal compris et qui a fait un truc tout à côté de ce que j'attendais. Et du coup, je lui ai dit, ben, je suis désolé, mais je vais pas le passer, quoi. Mais Hmm. c'est délicat parce que c'est du temps et c'est pas payé. Oui, c'est sûr. Voilà, mais je brief vraiment les gens. Soit ils m'envoient un petit synopsis, Hmm. soit ils m'envoient des pages crayonnées ou quoi que ce soit. Mais en général, non, ça va. Je sais à qui je demande aussi, quoi. Et là où j'interviens plus, pas pour tout le monde, mais ça arrive, c'est sur les trucs de lettrage, les fautes, la lisibilité, des petits trucs Hmm. qu'on comprend pas bien, des choses comme ça, quoi. Ouais, donc il y a aussi une petite partie, ouais, il y a une grosse partie éditoriale aussi la relation que tu as avec les personnes Oui, qui oui, t'invitent dans la revue. oui. Bah, après, je te dis, je leur dis tellement ce que j'attends autant dans la forme. Par exemple, je leur dis que je veux des pages denses, donc qu'ils fassent plutôt un truc équivalent 4 strips qu'avec 2 images par page, quoi. Hmm. Et du coup, et aussi, je leur dis l'axe un peu de la revue, le côté social, contemporain, tout ça. Donc, ça aussi, ça, je pense qu'une fois qu'ils ont vu les 2 premiers numéros, ils savent un peu où ils mettent les pieds aussi, quoi. Donc, il y a pas, j'ai jamais eu de mauvaise surprise à part une fois, je t'ai dit. Hmm. Ok. C'était sur 3 pages en plus. Mais parce que du coup, tu regardes les synopsis avant de valider finalement enfin, comment dire? Non, non, parce que je demande pas non plus. Moi-même, j'écris rien à l'avance sur mes trucs, Ouais. donc je demande pas aux gens. Moi, je trouve ça méga chiant d'écrire à l'avance. T'as l'impression que tu vas refaire 2 fois l'histoire, que tu sais ce que tu vas raconter, du coup, t'as plus envie. Du coup, je demande pas ça aux gens, mais s'ils ont une idée dont ils veulent me parler, tant mieux. Sinon, je fais confiance à l'avenir, on va dire, à chaque fois. Ok. Et du coup, il y a quelques années de ça, je crois que c'était en 2012, si je dis peut-être une bêtise, tu avais publié Blackbird. Est-ce que tu peux nous faire rapidement le synopsis ou le pitch de la bande dessinée? Bah, Blackburn, c'est un truc que justement, je sortais un petit fanzine photocopié format A5 par épisode. Et après, l'employé du mois a voulu le sortir compilé. Et le pitch, comme on dit, c'est un truc un peu d'anticipation. Ça se passe aujourd'hui, et enfin aujourd'hui, en 2012. Et il y a une loi qui passe qui interdit l'autopublication, qui interdit de publier soi-même ces trucs, qui exige que tout passe par un organisme de l'État qui vérifie tout et qui valide tout ce qui va être publié. Et du coup, il y a une bande de gars qui faisaient des fanzines de BD qui se disent qu'on continue et qui deviennent illégaux comme ça et qui déposent leurs fanzines un peu partout et qui sont recherchés par les flics et tout, qui font du trafic de tonneurs et de photocopieurs. Voilà. Du coup, c'est un rapport qui a l'air hyper important pour toi, l'auto-édition, mais est un côté aussi fortement politique finalement. Comment tu pourrais expliquer cette espèce ouais, ça représente quoi pour toi l'auto-édition et voir ça représente quoi pour toi l'auto-édition en politique, en tout cas dans une vision du monde qu'on pourrait avoir. Là, je viens de passer une semaine d'atelier avec June, le mec qui refait les ciseaux, la résidence. Hmm. Et on parlait de ça, des fanzines et tout, et lui, il adore ça aussi. Et les fanzines, c'est le truc le plus kiffant à faire parce que tu fais tout. C'est ce qu'on essayait de raconter aux gamins aussi, c'est que tu fais tout de A à Z.
t'as ton papier, tu fais ta BD, tu vas chez le photocopieur et tu agrafes tes pages. C'est toi qui as tout choisi, tout fait et en très peu de temps, tu vois le résultat, quoi. Moi, je préfère faire des zines en photocop. Ça fait un moment que j'en ai pas fait, mais j'en ai toujours plus ou moins fait, mais là, ça fait un petit moment. Mais c'est le truc le plus jouissif à faire, je trouve, parce que tu fais tes pages, tu les envoies à l'éditeur il bataille pour la maquette, pour Mmh. ci, pour ça, pour la couverture. C'est plus tellement ton truc au bout d'un moment, quoi. Enfin, t'as un peu perdu la main dessus à une certaine échelle, Mmh. alors que les fanzines, non. Et puis c'est super direct, c'est basique, efficace, simple, ça va vite. Voilà. Ouais, il y a pas de retouche derrière, c'est un côté un peu, ouais, la liberté, totale, d'édition, en tout cas. Oui, c'est ça. Et puis, moi, je trouve ça assez beau, les petits trucs en photocopie, un peu Mmh. foireux ou sur un papier rose ou bleu, là, tu vois, qui sont un coup de massicot, ça te change le format. Voilà, l'esthétique du truc, moi, je trouve ça chouette, j'en ai plein. C'est une espèce de collectionnite, là. Après, le problème, c'est de les vendre. Tu vois, c'est la différence avec la BD chez les éditeurs. C'est pas que ça se vend, mais c'est qu'il y a une infrastructure pour les Mmh. vendre, alors que les fanzines, c'est dur de toucher des nouveaux publics, ça reste des festivals, 3 ronds sur PayPal quand tu les vends sur le net. Voilà, quoi, c'est pas, ça tourne vite un peu en rond après le côté commercial du truc. Enfin, je viens de dire un gros mot là, mais tu vois, le côté les sortir de chez soi pour qu'ils trouvent leur public, quoi. Du coup, tu es aussi l'auteur de Michel, dont je parlais plus tôt. Michel, qui est un personnage un peu particulier, parce que, donc, on en revient à ce dont on parlait tout à l'heure, mais c'est un personnage de la vie normale. C'est un personnage qui est pas, qui est héros parce que c'est le personnage principal de l'histoire, mais il n'a pas ce côté héroïque. Il est assez banal, il fait plein de petits boulots, c'est un journaliste en amateur. Comment la création de ce personnage, qu'est-ce qui est arrivé pour que tu crées le personnage de Michel? En fait, c'est le premier bouquin que j'ai fait à l'employé du mois, c'était il y a une quinzaine d'années, et c'était un petit bouquin de Michel qui faisait 30 pages, qui était très mal destiné, mais ça correspond à une époque où je bossais à côté, je faisais plein d'intérim, j'ai aussi bossé à Leclerc, enfin, que des trucs de merde. Et du coup, j'avais fait cette histoire d'un gars qui fait de la radio et qui n'arrive pas à en vivre et qui fait des jobs à côté. Et j'ai pris un gars qui fait de la radio parce que je voulais pas parler directement d'un gars qui fait de la Mmh. BD, quoi. Et du coup, il y a ce petit bouquin qui est sorti. C'était au tout début de l'employé du mois. Il est plus dispo. Et puis des années plus tard, je me suis dit, ah mais je suis con, je pourrais le reprendre. J'ai appris à dessiner un peu mieux, à raconter un peu mieux. Je pourrais le reprendre. C'est un bon véhicule pour parler de plein de sujets, quoi. Mmh. Et du coup, j'ai recommencé il y a 3 4 ans, quoi. Et j'en ai fait 3 là. Il y en a un autre qui est en cours. Et voilà, ça me sert à. Il y a un côté comédie un peu où tu rends le personnage un peu attachant, comme ça tu rentres dans l'histoire. Et du coup, tu peux raconter, aborder tous les sujets. Le côté qu'il soit reporter radio, ça le fait un peu passer partout, quoi. Mmh. Ouais, ouais, il y a un côté, encore une fois, énormément social dans le personnage de Michel, mais dans ton œuvre en général. Du coup, c'est des bouts finalement, à la base, c'était des bouts de ta vie que tu glissais dans la BD. C'est toujours une volonté pour toi de raconter, alors du coup, pas forcément ta vie et ta vie maintenant, mais la vie des gens, justement, enfin, une vie plus réelle de gens. C'est quoi qui t'intéresse là-dedans? Ben, en fait, je me dis, faire un bouquin, ça prend genre 1 an. Et je me vois pas passer 1 an à raconter des trucs de pure fiction, de la fantasy, des trucs comme ça qui m'intéressent pas du tout, quoi. Ça, c'est perdre son temps, quoi. Du coup, je préfère parler de quelque chose qui me bouffe ou qui m'agace, même si je sais que ça a aucun effet sur la chose, hein. Je préfère parler d'un sujet qui me fait réagir que d'un truc de pure fiction insipide. Voilà, parce que je te dis, ça prend 1 an à faire. Mmh. Si je n'ai pas envie de faire un truc complètement zen non plus, même si c'est, même si je sais que les gens qui lisent ce genre de BD sont déjà les gens convaincus par ce que tu dis, quoi. Et, ça, c'est un peu le problème aussi, quoi.
Après, j'ai aussi tendance à dire que des personnages comme, enfin des séries en tout cas de bande dessinée qui vont raconter la vie d'un journaliste amateur qui fait des jobs d'intérim, il n'y en a pas non plus énormément. Donc non, même si ça touche un public précis, au moins il y a un public et il n'y a pas peut-être pas forcément de beaucoup d'alternatives, on va dire. Oui, oui, mais après, le fait qu'il fasse de la radio, le perso et tout, c'est juste un véhicule, quoi. Il pourrait faire autre chose. Ce qui compte, c'est tous les trucs qu'il traverse. Et lui aussi, il fait de l'intérim. Il prend des bus Macron horripilants, avec des applis de partout, là. Enfin voilà, c'est des trucs. Je sais que j'enfonce des portes ouvertes un peu, hein, en râlant là-dessus et tout, mais Mais tu trouves le qu'il y fait a qu'il soit reporter radio, c'est pas tout ce qui compte, parce qu'il y a aussi sa vie personnelle à côté qui évolue avec les albums. Ouais, mais justement, je pensais aussi à, mais plus, peut-être pas forcément au côté journaliste amateur et radio, mais peut-être plus au côté travail et intérim qui fait quand même partie, peut-être pas centrale, mais en tout cas, c'est un des gros canaux de la bande dessinée. Et pour le coup, ça, on le voit peut-être moins dans la bande dessinée. Et j'ai toujours pensé que c'était important de raconter aussi le travail des vrais gens et de le montrer en tout cas. Bon, après, peut-être que je me perds là. Ouais, ouais, bah, ouais, je pense qu'il y a. Non, non, mais je pense qu'il y a des gens qui font ça un peu, mais c'est sûr que c'est pas la majorité, quoi. Mm, D'autant plus que il y a de plus en plus de gens dans ces situations, quoi. mm. Y compris des gens qui font de la bande dessinée, je pense. Il y en a pas mal. Comment ça s'est passé la rencontre avec l'employé du mois? Du coup, on peut peut-être même repartir comment tu as rencontré l'employé du mois et la publication du coup du tout premier Michel. Ça s'est passé comment? Alors, je les ai rencontrés à Angoulême, il y a très très longtemps. Et puis, on avait sympathisé, tout ça. Et après, ils m'avaient proposé de faire des. Ils avaient une vieille, vieille version de leur site, la première version où il y avait quelques auteurs qui publiaient des BD un peu chaque jour. Et ils m'avaient proposé de faire ça. Et du coup, Michel était passé comme ça, un pointillé. Je le publiais au fur et à mesure que je faisais une page. Ils m'ont dit à la fin, bah, on va faire un bouquin. Et ainsi de suite, quoi. Et après, il y a eu un autre bouquin, et puis un autre, et puis un autre. Tu peux peut-être aussi nous expliquer comment t'en es arrivé à faire de la bande dessinée, tout simplement. Comment j'ai fait de la BD? Je sais pas, j'ai toujours aimé ça quand j'étais gamin, enfin depuis le collège, quoi. Puis au début, c'était Spirou, machin. Et après, tu trouves un ou deux trucs hein, qui sortent un peu des rails comme ça. Un peu avant que j'ai le bac, là, j'étais au lycée, vers 92-93. J'étais tombé sur des trucs de Trondheim, les tout premiers trucs, tu vois, genre Mildiou. Puis hop, de là, tu vas à l'association. J'avais acheté les bouquins de Matt Conture, de Menu. Et j'étais devenu taré avec ces trucs, quoi. Tu t'es dit, voilà, c'est trop bien. En fait, il faut pas avoir des pages qui font 1 mètre carré, que tu mets une semaine à faire, que tu vois, ça t'ouvre des possibilités. Tu pensais pas qu'elles existaient jusque-là, quoi. Ça a décoincé un peu le truc, quoi. Du Hmm. coup, à partir de là, j'ai dessiné, j'ai proposé, enfin, j'ai rencontré les gens de Six Pieds il y a très très longtemps, puis les requins, l'employé, voilà, petit à petit. Tout simplement, du coup, en dévorant des ouvrages, Je sais tu t'es pas. mis. Ben, je dessinais, j'aimais dessiner, j'aimais Hmm. la BD, donc j'étais tout le temps à mon coin à dessiner, tu vois, et puis à un moment, tu te dis, ah ouais, il y a ces trucs qui ont l'air possibles, tu peux faire ça en noir et blanc, en dessinant plus petit, avec n'importe quels outils. Hmm. T'es pas obligé d'avoir tout l'attirail du professionnel. Donc voilà, ça a décoincé pas mal mon envie de continuer là-dedans, quoi. Tu as publié aussi donc l'année dernière Passe Misère aux éditions Requin Marteau. C'était issu d'une résidence à Chamiers qui raconte du coup l'histoire d'un commercial qui va être coincé dans ce C'est ça. village et j'ai dit une bêtise, pardon? Non, non, non. Non, pardon. Non, mais Chamiers, c'est la cité dortoir de Périgueux, qui est déjà pas une grande ville. Chamiers, c'est des barres d'immeubles et il y a une partie de la ville plus haute qui est un peu plus riche. Mais nous, le travail, c'était de faire un truc sur ce quartier en difficulté, sur des barres d'immeubles hein, qui vont être démolies pour être reconstruites en maisons individuelles. Bref, c'est l'espèce de fond du panier hein, de l'urbanisme Hmm. des 40 dernières années, quoi. Et du coup, avec la population qu'on a mis là-dedans, quoi, il y a zéro job, il y a que de la misère, des mecs qui zonent. Périgueux, c'est à 1 kilomètre, mais genre, ils y vont jamais. Ils préfèrent zoner sur le trottoir avec une 8-6 que d'aller dans la ville, hein. Enfin,
c'est assez, pauvre, hein, mais assez paisible en même temps, tu vois? C'était un quartier assez vide. Il y a des Mmh. jardins ouvriers avec, tous les petits vieux qui vont faire leur jardin. Du coup, il fallait faire un boulot sur ce quartier, les gens qu'on rencontre et tout. Et donc, d'autres dessinateurs qui étaient là-bas, genre Placide, Gers, Olmec, tout ça, ils ont beaucoup fait de dessins, sur d'après nature, des portraits, des autos avec ça et tout. Donc moi ça, c'est pas trop mon fort. Donc moi, je préfère faire de la BD et faire de la fiction. Du coup, il y a un film qui s'appelle Passe-Montagne, un film de Jean-François Stévenin qui date des années 70, je pense, avec Jacques Villeray, tout jeune, ils sont tout jeunes tous les deux, et c'est Jacques Villeray qui est un représentant ou un commercial, je sais pas quoi, et il tombe en panne dans le Jura. Et Stévenin, c'est le garagiste qui le remorque et lui dit, ben voilà, il va falloir quelques jours pour avoir la pièce. Et du coup, il héberge pendant quelques jours et c'est une espèce de road trip dans le Jura. Enfin, il rencontre plein de trucs. Et du coup, j'ai transposé ça, mais à Chamier, quoi. C'est un gars qui tombe en panne avec le garagiste qui le recueille dans les bords d'immeubles. Et tous les trucs qu'il y a dans la BD, là, les déambulations, les gens qui rencontrent et tout ça, c'est des trucs qu'on a vécu là-bas pendant la résidence, quoi. OK. Et après, ça a été coédité par la compagnie Oui Dire et par les Requins Marteau. Et bon, je suis pas super emballé par l'objet final, mais les pages qu'il y a à l'intérieur, pour un boulot de résidence, je suis pas mécontent de ce que j'ai. Du coup, c'était la ville de Chamiers? C'était une asso qui vous a contacté? Comment ça s'est passé? Et Pichelin qui a un pied dans les Requins Marteau et un pied dans une compagnie qui s'appelle Oui Dire, qui font de la musique concrète, des résidences, des spectacles, des expos, qui est basé à Périgueux. Et c'est lui qui a mis un pied dans ce quartier, qui a contacté tous les partenaires sociaux pour faire un truc sur le quartier. Et il leur a été attribué deux, trois appartements dans une barre qui est à moitié vide parce qu'elle va être détruite l'an prochain, je crois. Et du coup, voilà, ils ont fait le QG du quartier. Du coup, c'est super dynamique. Ils faisaient des expos. On leur a attribué un jardin ouvrier au milieu de tous les autres jardins. Donc, il y avait des expos au jardin, des expos au bistrot du coin, au seul bistrot du coin. Enfin, c'est assez dynamique. OK. Du coup, effectivement, il y a un Bento 6 pour la suite. J'imagine qu'il y a tu nous as dit aussi que tu avais un Michel, 4, qui arrivait. Il y a d'autres, projets de prévus? Ouais. Ou c'est déjà en même temps, c'est déjà pas mal de boulot, ça me Ouais, il y paraît a très d'autres. Ouais, mais c'est pas du boulot qui fait manger. mmh, mmh. Du coup, Michel, ça sera l'an prochain. Il est à moitié fait. Le bento, ça sera en mode juin, mai-juin. Et après, j'ai un autre bouquin qui est une espèce de, façon de parler, de spin-off de Michel, chez un plus gros éditeur, qui est l'histoire du vieil Italien qu'il y a dans Michel, là, le Ah! vieux ancien pseudo-brigade rouge ou des trucs comme ça, Du qu'on coup, ce aperçoit dans les deux derniers Michel. oui, qui a un passé, qui a l'air assez mouvementé, et dont on a quelques petites infos, Ouais, mais c'est pas ça, tant. extrait de gauche. Et on va savoir du coup comment il en est arrivé à fuir, entre guillemets «la civilisation», C'est ça. OK, trop bien. Si tu avais une BD, ta BD ultime à nous recommander, celle qui, tu prends sur une île déserte, celle qui t'accompagne tout le temps, tu as besoin d'avoir tout le temps chez toi, ce serait quoi? C'est dur, hein. Ouais, ouais, j'aurais peut-être dû te celle-là, j'aurais peut-être dû te la poser à Ça l'avance. changerait tout le temps. Je pense que je prendrais, je sais pas, attends. Alors, j'ai découvert un truc il y a pas longtemps. Je pense que c'est encore disponible sur le site, c'est l'Apocalypse, une maison d'édition de menu qui n'existe plus, je pense. Et sur le site, c'est encore dispo, c'est Peter Blackvad, le livre de Léviathan. C'est que des demi-pages. Le livre est super beau, c'est des histoires d'une demi-page chaque fois sur une espèce de bébé sans visage qui déambule. Et c'est assez loufoque, il se passe plein de trucs et c'est ultra beau. Alors sur une île déserte, je sais pas, ça c'est un truc qui m'a marqué il y a pas longtemps. Après, sur une île déserte, Ouais, l'idée, c'est plus d'avoir, vraiment ta je BD, prendrais plutôt des allumettes et je pense que c'est un truc tout pourri avec un paquet d'allumettes pour faire du feu, quoi. OK, voilà. Bah, Ouais. écoute, je te remercie pour l'interview. Je te remercie pour la réponse Bah aux écoute, questions et cetera.